Demain, on va te frapper. Connard! Gros lard. Hé, PD. On va te fracasser. T'es qu'une merde. Tu pues. Tapette. Dégage. Ta mère, je la baise. Sale Gwyn. Va te suicider. T'es qu'une sale pute. Bolos. Connasse. Puceau. Sorcière. Trisomique. Fils de pute. Sale chienne. T'as pas d'amis. Tu sers à rien. En France, officiellement, 10% des élèves se disent harcelés à l'école, soit 1 200 000 enfants et adolescents. Un chiffre exorbitant, derrière lequel se cache peut-être votre fille, votre fils, votre sœur, votre petit-fils ou votre élève. Parce qu'ils ont été harcelés à l'école, parce qu'ils souhaitent qu'aucun enfant ne vive plus jamais ce qu'ils ont subi, aujourd'hui, à travers toute la France, ils sont de plus en plus nombreux à avoir décidé avec leurs parents et à visage découvert de briser le silence. Ce film est un manifeste contre le harcèlement scolaire. Notre fils, Mathéo, a été victime de brimades et de coups de la 6e à la 4e, du fait de sa couleur de cheveux. Il était roux. Il s'est pendu le 8 février 2013. Il avait 13 ans. Ça a démarré en 6e par des petites choses, c'était des petites insultes, des petites brimades. Bah, sale roux tu pues, les roues on les brûle en enfer, et ton père, il a la bitrouillée, quoi. C'était toute la journée, tous les jours, en classe, à la sortie, dans les couloirs, à la cantine. On lui mettait du sel beaucoup de sel dans ses plats. On lui mettait de l'eau. Ouais. En 5e, ça s'est calmé parce qu'on avait pris des dispositions nécessaires. Qu'il aille plus à la cantine. Le maître externe. Voilà, de le mettre externe. Et puis aussi le fait que j'aille le chercher le soir à 4h30 en sortant de l'école pour pas que ça se poursuive à l'extérieur du collège. Et en 4e, tout a recommencé dès la rentrée. Mais là, c'était beaucoup plus violent parce que c'était tout de suite les coups de poing, les coups. Et forcément, ils avaient grandi et c'était donc plus violent. Donc, notamment une fois, il était dans les couloirs du collège. Il s'est fait attraper par cinq gamins, dont un lui tenait les bras et il s'est pris un coup de genou dans la tempe. On l'a emmené aux urgences ce soir-là. Et il avait bien un traumatisme crânien. Et puis 2 semaines avant le geste de Mathéo, il y a eu encore un phénomène de violence dû à un vol de bonnet. Oui, parce que Mathéo, en fait, il mettait un bonnet parce qu'il voulait se cacher tout simplement sa couleur de cheveux.
Et forcément, on lui enlevait son bonnet et puis on le jetait. Et je crois que là, Mathéo était complètement... il en avait vraiment marre. Lui a réagi violemment aussi, et donc ça a dégénéré. Et comme c'était un plus grand que lui, c'est lui qui a pris le plus. 15 jours après, Mathéo a fait un geste... fatal. Il s'est pendu à une barre de traction que j'avais dans un couloir pour faire des tractions de temps en temps, ou de temps en temps, lui en faisait des tractions aussi pour se tirer le dos. Et il y avait ce banc à côté de cette barre de traction. Il a pris les foulards. Et là, il est parti, quoi. Ça a été... je ne sais pas s'il s'est rendu compte de son geste, quoi. Je sais pas, quoi. J'ai été harcelée de la 6e à la seconde. Donc j'avais 11 ans, jusque-là 16 ans, à cause d'un accident au niveau des dents. J'avais les deux dents de devant qui s'étaient un peu grisâtres et un peu cassées. C'était des moqueries, des insultes, de la mise à l'écart et parfois quelques violences. Tu sers à rien, t'es trop moche, tu ferais mieux de te suicider. Alors, le harcèlement a démarré en 6e. Ce jour-là, j'étais contente de rentrer au collège. C'était mon premier jour, je pensais que les gens étaient gentils. C'est ce qu'on m'avait dit après tout. Et le lendemain, c'est là que tout a commencé. Un garçon de 5e, je le connaissais pas, il me connaissait pas. Mais il est venu vers moi et il a dit « Regardez, elle a des dents d'argent, elle a des dents de castor, des dents de ferraille et tout. » Et une quinzaine de personnes est venue autour de moi pour me regarder, me fixer comme une bête de foire. Après ça, tous les jours de l'année de 6e ou des autres années, ça a été comme ça. C'était plusieurs fois par jour, dès qu'on me voyait. J'étais moche, grosse. Ça se passait dans le hall de la cour, dans les couloirs. À la cantine, dès que j'arrivais avec mon plateau, j'avais tous les regards sur moi. J'avais l'impression d'être un monstre. Donc j'ai été harcelé en classe de 6e quand j'avais 11 ans. J'ai été frappé par un groupe d'élèves de 3e au collège. À cause de quoi? À cause d'un bégaiement. Sale bègue, sale bègue, sale bègue. Donc ça a commencé peu après le début de l'année. J'étais en retard un jour pour aller en cours, donc j'ai couru dans le couloir. Et en 6e, on porte le cartable avec les deux bretelles. Donc des élèves de 3e ont pris la poignée en haut du sac et ils ont commencé à me frapper. Ils m'imitaient souvent en train de bégayer. J'avais eu le droit aussi à « tu sers à rien », connard, bâtard, les trucs habituels. Ensuite, ça s'est transformé en un harcèlement physique qui a une fréquence de tous les deux jours, en fait. Le plus souvent, c'était des coups de poing et des coups de pied quand j'étais au sol, dans le ventre. Et pour éviter que... Parce que
comme ça fait mal, on crie du coup. Et donc il me mettait la main sur la bouche, mais il y a des fois où la main est tellement grande que ça couvre la bouche et le nez. J'avais énormément de mal à respirer. Et il y a des fois où je tournais de l'œil et j'avais vraiment l'impression, je me sentais partir à ce moment-là en fait. Donc pour éviter qu'ils utilisent leurs mains sur mon visage, je ne criais plus. Enfin, j'essayais du moins à être silencieux le plus possible. Au fil du temps, c'est comme une petite routine qui s'installe. On sait qu'on va se faire frapper et qu'on peut rien faire. Et il vaut mieux ne rien faire si on ne veut pas que ça s'aggrave. Je répondais pas parce que je pensais que ça allait se tasser. La première chose, c'est que c'était gratuit. C'était de la méchanceté gratuite. Donc je me suis dit, si je réponds pas, ils arrêteront. Ce qui est faux. Et donc forcément, en fait, on rentre dans un engrenage, dans un cercle vicieux. Je deviens une proie facile et donc c'est insulte sur insulte sur insulte. Grosse vache, baleine, me regarde pas, t'es qu'une merde. J'ai été harcelée au collège de mes 11 ans à mes 14 ans parce que j'étais boulotte et parce que j'étais fan de Laurie. Ça a démarré en fait à cause de mon apparence physique. J'étais trop grosse pour mon âge. Et à côté de ça, il y avait les jolies filles, blondes la plupart du temps, fines, qui déjà à l'époque, à 11-12 ans, avaient le string qui dépassait des pantalons et la poitrine qui était en train de se former. Du coup, je rentrais pas dans les normes et les critères de beauté des garçons prépubères. Au self, je mangeais toute seule, à une table de 6. On venait me jeter du pain, du riz dans les cheveux, jusqu'à ce qu'on vienne me coller des nouilles aussi dans les cheveux. Et il y a même des garçons qui faisaient fondre du fromage pour me mettre du fromage dans les cheveux aussi. Donc je passais après une demi-heure dans les toilettes en pleurant, en essayant de me laver les cheveux et de décoller le fromage fondu, ouais. Et ça a duré combien de temps, cet isolement ? Ça a duré 4 ans. Pendant mes 4 années de collège, isolée et rejetée, humiliée. Un de mes pires souvenirs, c'était dans le bus. Donc, il y avait des collégiens qui étaient assis derrière moi et ils ont essayé de passer la main entre le siège pour, comme ils disent, m'enculer avec leurs doigts. Sale pédé, ta fiotte, t'aurais dû crever à la naissance. Moi, c'est arrivé, j'avais 15 ans. En seconde, je venais d'arriver au lycée et c'est parce que je suis homosexuel. Et donc, ça s'est ébruité petit à petit. Et donc, quand je passais dans un couloir, certains frôlaient le mur pour éviter de me toucher en m'insultant, donc de sales virus, sales microbes. Le pire que j'ai ressenti, c'était fils de Satan. Que, d'après eux, j'étais l'incarnation du mal parce que quelqu'un comme moi ne pouvait pas exister sauf venant de la part d'un esprit malin. Certains, quand ils passaient, donc, ils me faisaient des croche-pieds, ils me bousculaient. Je ne répondais pas, je baissais la tête. Mais on va dire, par rapport à ce qu'ils me faisaient, j'ai l'impression que j'étais une fourmi en face d'un mammouth, quoi. Je sais pas comment dire. Quel était le profil de tes harceleurs ? Donc, au début, une seule personne, donc c'était un peu le caïd, quoi. C'est celui dont, on va dire, plus ou moins tout le monde a peur. Puis, petit à petit, 20 personnes, 30 personnes, et ainsi de suite. Personnellement, au niveau des profils des enfants bourreaux, j'ai eu droit un peu à tout. Il y a eu les garçons prépubères et il y avait aussi les filles un peu plus teigneuses, souvent issues de familles avec des difficultés sociales.
des filles qui se faisaient elles-mêmes des piercings un peu partout sur le visage, enfin, qui faisaient un peu peur, qu'on n'aimait pas trop avoir près de soi. Et puis aussi, j'ai eu droit à un harceleur qui était le premier de la classe et qui était vraiment un très bon élève. Il y avait de tout profil. Des enfants avec des problèmes familiaux, peut-être même des enfants maltraités, et puis des enfants gâtés. C'était le garçon qui recherchait la popularité, le garçon qui voulait être le plus fort, le plus important, le roi, on va dire. Les élèves qui me harcelaient, c'était pour la plupart les élèves populaires du collège. Il fallait être leur ami. Et en fait, voilà, il y avait aussi énormément de suiveurs. Tous les petits caniches quoi, qui suivaient, qui étaient là derrière en disant, en répétant ce qu'ils disaient ou en rajoutant des trucs. J'ai remarqué qu'ils participaient au harcèlement, non pas pour me faire du mal, pour la plupart, mais plus pour donner satisfaction à l'élève populaire qu'ils voulaient suivre. Donc personne forcément voulait être mon ami et personne voulait prendre ma défense parce qu'on s'exposait à la même chose finalement. Donc les personnes qui peut-être finalement m'aimaient bien essayaient de pas trop me parler, d'être pas trop vues avec moi et allaient plutôt vers des groupes et des clans avec des têtes fortes qui pouvaient les protéger. J'ai été harcelé dans un collège assez bien réputé. C'était un collège public, très bien réputé, et on était peu nombreux, à peu près 500 élèves. Lycée et collège mélangé, il y a 1600 élèves. Il n'a pas une très bonne réputation, mais ce n'est pas une réputation mauvaise non plus. C'était un collège public qui n'était pas spécialement surpeuplé et qui était un collège de campagne. Je ne peux même pas dire que c'était un collège mal réputé ou pas, parce que c'était le seul collège, en fait, tout simplement. Moi, j'ai fait 2 collèges, un collège public et un privé, où les enfants sont aussi méchants dans l'un que dans l'autre, c'est pareil. T'es nul, tu sers à rien, on va te tabasser à mort. Moi, j'ai été harcelé et racketté de l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans. On m'a insulté parce que j'étais enrobé. On me traitait de gros porc, que j'étais obèse. Ils jouaient aussi avec mon famille parce que mon famille est destin. Et donc, ils me disaient, c'est ton destin d'être gros, ton destin d'être nul, toutes ces choses-là. Ils se mettaient à 3-4 sur moi et ils disaient, crier dans l'école baston, baston, baston. Et on va le niquer, on va le buter de toute façon. Et là, tout le monde se mettait autour de moi, toute la récréation, tous les élèves. À force, je tombais à terre en fait. Et là, ils se mettaient tous sur moi. Dès qu'ils voyaient que je me relevais, ils en mettaient encore plus. Et jusqu'à temps que le CPE arrive en fait, ou les surveillants. Pour éviter d'avoir toujours tout le monde sur mon dos et de me faire traiter tous les jours, la plupart du temps, j'allais me cacher soit dans les toilettes, soit je restais dans un couloir, mais souvent, il y avait toujours un professeur ou un surveillant qui passait. Et là, il me disait, il faut aller jouer à la récréation, il faut en profiter. Mais moi, je n'osais pas dire ce que je vivais. Alors, je trouvais toujours un coin, ou même dans une cage d'escalier, sous un escalier. J'essayais toujours de me cacher quelque part pour plus aller à la récréation. Et... Du coup, c'était tous les midis au CDI. Donc voilà, j'ai dû lire 70% des bouquins du CDI pour éviter tout le monde. On essaye en fait de devenir transparent. On essaye de passer le plus possible inaperçu. Et on n'a pas de vie, quoi. C'est pas une vie, en tout cas, à 12 ans. C'est pas pour ça qu'on va au collège. J'allais souvent me cacher aux toilettes.
Parfois, je passais une matinée complète aux toilettes. Il n'y a personne qui faisait attention, en fait. J'étais en larmes. Je me disais, mais pourquoi ils me disent ça? Ils n'arrêtent pas de me dire ça, ils n'arrêtent pas de faire ça. J'ai fait quoi? Enfin, je suis pareille que les autres, je suis pas différente, alors pourquoi on me fait ça? J'étais complètement détruite. Quand Marion est décédée, quand elle a mis fin à ses jours, on n'a pas compris. C'était un 13 février, à 13h, à 13 ans. Bêtement, j'ai cru qu'elle avait mis fin à ses jours pour une peine de cœur. Elle était tellement sensible, je me suis dit peut-être que veille de Saint-Valentin. Puis le lendemain, on a découvert que Marion avait laissé une lettre. Cette lettre, elle était pour le collège. Son numéro 320, Marion Fraisse, 4e C. Si vous recevez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Vous êtes allé beaucoup trop loin dans cette histoire. Faux cul, sans amis. On va te niquer à ton retour. Bolos, sale pute, connasse. 3 petits points. Ok, je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, je le fais, même si mon cœur ne bat plus. Elle dit adieu. Marion qui n'est plus de ce monde. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle se dessine les grands yeux ouverts. Et dans cette lettre, il était inscrit les prénoms des bourreaux. Et là, ça a été un second choc parce qu'en fait, les bourreaux, on les connaissait. 4 élèves de sa classe. Dont 2 jeunes filles, très proches de Marion, qu'on avait reçues à la maison, qui avaient dormi à la maison. Des amis toxiques, voilà, qui avaient une vraie connaissance du tempérament de Marion, de son caractère, de ce qui... Elle savait ce qui blessait Marion, savait ce qui pouvait la toucher. À partir de la lettre de Marion, j'ai commencé à chercher. Et puis les gendarmes nous avaient dit, est-ce que Marion a un compte Facebook? Et on leur a dit, à notre connaissance, Marion n'a pas de compte Facebook. Adresse email, oui, mais compte Facebook, non. Et là, j'ai découvert qu'elle en avait un, sous un pseudo. Ce qui revenait souvent, c'était qu'une pute. Tu sers à rien dans la vie. On verra demain au vestiaire. Tu vas en recevoir plein la gueule. Il y en a une qui dit tiens Marion, t'en prends plein la gueule. Elle dit il manque plus que des pop-corn. Ça veut dire que c'est l'éclate, quoi. Voilà. C'est l'éclate. Tout le monde voit qu'elle se fait insulter, ça fuse de partout. Personne prend sa défense. Ça dure. Les messages, c'est non-stop, quoi. Non-stop. Et la veille de son décès, de ce qu'on a appris, il y a eu un exercice d'incendie pendant le cours de sport. Tout le monde scandait Marion, Marion, Marion. Il fallait la taper. Elle se faisait insulter. On va t'arracher les yeux. T'es qu'une connasse. C'est là qu'elle s'est réfugiée après aux toilettes, qu'elle m'a appelée.
et qu'elle m'a dit « je vais pas bien, il faut que je rentre ». Et en fait, entre le moment où elle est rentrée et le moment où je suis rentrée, elle a continué à être insultée. Ils se réunissaient dans la cour. Ils l'insultaient par téléphone. Et quand je suis arrivée à 19h avec les enfants, voilà, elle m'a dit « je vais pas bien, j'ai mal à la gorge ». Elle somatisait. Et ils ont continué. La nuit, le soir, le lendemain matin. Je suis partie à midi. Je lui ai dit à tout à l'heure. Et à 13h, c'était fini. Mon harcèlement s'est prolongé sur les réseaux sociaux. Donc ils ont partagé mon compte partout pour dire que j'étais une salope et que je suçais pour 20 €. Et du coup, j'ai bloqué toutes les personnes qui m'ont insultée. Et à partir de ce moment-là, sur Facebook, ça a cessé. Mais ça a continué sur Ask. Ask, c'est un site qui permet d'envoyer des questions, des messages anonymement. Donc on ne sait pas qui envoie le message. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, a fait tourner mon compte Ask. Et j'ai reçu énormément d'insultes. Va te suicider, va te pendre, saute d'un immeuble, t'es un déchet de la société. Combien de messages? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Tellement. Le soir, je rentrais chez moi, sur Facebook, vers la fin de mon harcèlement, j'avais 200 jusqu'à 300 messages de personnes. La moitié, c'était des personnes que je connaissais même pas. Salope, va te pendre, va faire le trottoir. Traîner. Alors, j'étais en 3e, j'avais 13 ans. Et je me suis fait harceler à cause d'une fille qui m'a manipulée et qui a raconté que je me faisais payer pour coucher avec des gens, alors que c'était totalement faux. Au début, c'était des amis à cette fille. Et puis, c'est devenu très vite des amis aux amis, des amis aux amis aux amis. Et puis, à la fin, c'était tout le monde. Donc, les messages, c'était oui, tu te fais payer combien? Je suis intéressée. Ah oui, je sais pourquoi t'étais pas là, c'est parce que t'étais au bois de Boulogne. Toi, je suis sûre que t'es moins cher qu'un Happy Meal. Donc, tout ça, tous les soirs, jusqu'à 4 h du matin. C'est assez violent parce qu'on est déjà harcelé à l'école. On a des journées horribles. Et on rentre chez soi, on veut être tranquille, on veut être posé. Et en fait, ça continue sur Internet. On continue à s'acharner sur nous. Alors à ce moment-là, on n'a plus de répit. Enfin, il y a une accumulation qui commence à déborder, en fait. On a tout le temps cette peur, en fait, d'être agressé, d'être insulté. On a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance à personne parce que tout le monde peut s'introduire dans votre vie privée. Pourquoi tu n'as pas supprimé ton compte? Je ne l'ai pas supprimé parce que quand on n'a pas Facebook ou aucun réseau social, on est exclu parce que tout le monde l'a et nous, on ne l'a pas. Donc c'est vrai qu'on peut moins communiquer. C'est comme les portables. Celui qui n'en a pas, il est exclu aussi. Donc, Mon numéro a circulé dans le lycée et donc je me rappelle donc une matinée en 15 minutes lorsque j'étais en cours, j'ai reçu 106 messages.
Certains disaient qu'ils voulaient que je les rejoigne aux toilettes. Et d'autres, c'était des insultes disant que j'étais un garage à bite, que j'étais qu'un sale pédé et que mes amis, c'était des putes à pédé, de toute façon. Alors... Mathéo pouvait rester sur le smartphone jusqu'à 11 h du soir dans son lit, oui. Je l'ai déjà surpris. Il faut confisquer le téléphone si on ne veut pas que ça se prolonge. Il ne faut pas que ça devienne un outil pour faire du mal aux autres, quoi. Ça devient un outil pour... ça reste un téléphone ou pour communiquer, mais pas pour faire du mal, quoi. En plus, Mathéo, il s'exprimait par la chanson. Il aimait bien mettre des petits clips sur YouTube. Et forcément, il y avait des commentaires qui étaient un peu violents. Du style, c'est encore la rouquine de merde, c'est nul, c'est nul à chier. C'est de la merde ce que tu fais, ça vaut rien. Et forcément, il s'en donnait à cœur joie. Puis moi, je lui avais dit, tu tends le bâton pour te faire battre. Je lui ai dit, mais mets pas ça sur Internet, on va encore se moquer de toi. Et lui, il me dit, mais si, maman, mais c'est pas grave. Il voulait vraiment... c'était son petit truc, l'enfant de 13 ans. Ouais, voilà, quoi. Ouais, Fatal PM. Il y a quelques mois de là, je vivais un calvaire, un enfer. À cause de quoi? La discrimination. Ce mot je le dis et je le crie fort. Juste parce que je suis roux, je suis pas comme les autres. Juste parce que je suis roux, on m'insulte. Juste parce que je suis roux, je souffre de douleur. Marion m'a toujours parlé. Elle disait qu'elle était insultée, qu'il y avait trop de bazar dans la classe. Elle m'envoyait des SMS, un tel a insulté le professeur, avec des mots extrêmement grossiers. Elle me disait qu'elle avait demandé le silence dans la classe et qu'on s'était moqué d'elle. Donc c'est vrai que ça avait beaucoup meurtri Marion, mais elle s'accrochait quand même à l'école parce qu'elle aimait avoir des bonnes notes. Voilà. Elle, son truc, c'était de réussir. Est-ce qu'on l'a traité d'un télo, de... Oui, c'est tout ça, c'est mongol, autiste, un télo, voilà, c'est... Et c'est vrai qu'à partir des vacances de Noël, elle a commencé à moins en parler. Et puis, elle m'avait dit, 2 ont été exclus. Donc, elle me dit, ça va un peu mieux. Marion avait l'air épanouie, voilà, focalisée sur son petit ami. Donc, elle n'a plus fait état de problèmes en classe ou au collège. Nous, on pensait que si elle en parlait plus, c'est que tout était rentré dans l'ordre. Et en fait, c'est tout l'inverse. Et je crois que c'est à ce moment-là, quand elle n'en a plus parlé, que les choses sont devenues extrêmement graves. Mais voilà, on la croyait heureuse, pas de problème à l'école, pas d'alerte, un petit ami, une enfant qui vous sourit, qui joue. Voilà. Emeline, est-ce que toi, tu as parlé à tes parents du harcèlement que tu subissais? Ben, j'ai pas parlé pendant 5 ans parce que j'avais honte. À force qu'on me dise que je sois moche, grosse, j'ai fini par le croire. Il y a aussi une autre raison du silence, c'est qu'on a envie de protéger sa famille de ce qu'on vit. Moi, dans mon cas, il y a ma sœur qui venait de naître. Donc, il y avait une très belle ambiance à la maison. Donc, je ne voulais pas apporter cette situation difficile et en être le responsable. Je voulais pas faire de mal à ma mère.
Elle avait déjà quelques soucis au travail à ce moment-là, donc je voulais pas en rajouter, je voulais pas la rendre encore plus mal qu'elle l'était. Et surtout, j'avais peur des représailles. J'avais peur que si ma mère allait en parler au principal, à tout le monde, j'avais peur que ce soit encore pire en fait. Après, j'avais peur aussi que, connaissant ma mère, elle irait voir les proviseurs et donc elle en parlerait. Et j'avais peur qu'on me dise un petit peu c'est le petit-fils à maman, le petit bébé, et puis que c'est une tafiote qui ne sait pas se défendre tout seul, un petit peu... C'était toujours mon grand bébé quand même. En fait, aller se plaindre à ses parents et que les parents aillent se plaindre ensuite au collège ne fait qu'aggraver les choses finalement. Parce qu'aux yeux des enfants, ça veut dire qu'on n'est pas capable de se défendre. Et il n'y a rien de pire que d'être pas capable de se défendre tout seul. Je n'ai jamais parlé à mes parents de ce que je subissais parce que je n'ai jamais osé. J'ai toujours eu peur de les mettre en danger plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire? Alors parce qu'en fait, mes racketteurs me faisaient comme un chantage. En fait, ils disaient que si jamais je raconte quelque chose, ils risquaient de les tuer ou de me tuer moi. Un jour, il y a eu un épisode de racket beaucoup plus horrible que les autres. Et ils m'ont mis un revolver sur la tempe et ils m'ont demandé la somme de 100 €. Et ils m'ont dit, si tu ne ramènes pas demain, on te fera la peau, on te butera. Et là, du coup, j'ai eu très peur et j'ai décidé de faire une tentative de suicide. Je suis sorti à midi de l'école, c'était un mardi. Là, j'ai été jusqu'à un supermarché. J'ai acheté une bouteille d'alcool à brûler. De là, j'ai été le long du canal, dans un coin où il y a de l'herbe et où il n'y avait personne. Et là, j'ai versé la bouteille d'alcool à brûler sur mon torse. Et là, j'ai allumé qu'un briquet. Et en fait, je pensais que mon cœur allait s'étouffer en premier et que j'allais mourir très vite. Alors là, quand j'ai vu les flammes, il faisait plus de 3 mètres de haut, au-dessus de moi. J'ai marché une bonne centaine de mètres. Et là, du coup, je suis arrivé dans l'eau. Et là, j'ai vu les flammes se sont arrêtées, mais j'ai crié très fort parce que ça m'a fait très très mal. Heureusement, une dame m'a vu en flammes. Et de là, elle a appelé les pompiers de SAMU. Et après, ils m'ont endormi. Et je n'ai plus rien vu jusqu'à le jour où je me suis réveillé. Mes parents, pendant que j'étais dans le coma, ils ont passé 2 mois et demi en se posant beaucoup de questions. Si c'était eux les coupables, tout ça. Et j'ai fini par dire que c'était à cause de l'école. Pour moi, le racket et le harcèlement étaient tellement forts que pour moi, mourir c'était la seule solution. C'était le paradis. J'allais retrouver mon grand-père, et plus tard, je savais que j'allais retrouver toute ma famille. Comment est-ce que tes parents ont fini par apprendre ce que tu vivais? Ils l'ont appris quand, un lundi matin, avant d'aller au collège, j'ai avalé des Doliprane. Et je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'avais essayé de me suicider. En fait, j'ai décidé de le faire parce que ce week-end-là, j'ai reçu 600 messages et puis la plupart, c'était des incitations au suicide. Et sur mon téléphone, pareil, des SMS. C'était méchant, c'était vraiment trop en fait. Et je me suis dit que je servais plus à rien et que fallait que je m'en aille.
Depuis le début de la matinée, j'avais comme un pressentiment déjà il allait y avoir quelque chose. Donc ça faisait un moment que ça n'allait plus et que Agathe ne voulait plus aller à l'école. Elle était tout le temps malade, il fallait que j'aille la chercher sans arrêt. Parfois, j'essayais de voir avec elle vraiment ce qui se passait à l'école, mais souvent, elle se braquait et on était entrés dans une communication très, très difficile. Elle devenait agressive alors que ça avait toujours été quelqu'un de très, très gentil à l'écoute de tout le monde. Et on ne comprenait pas bien ce qui se passait. Mais bon, on pensait que c'était quand même plutôt l'adolescence. C'est-à-dire? Je pensais justement cette attitude rebelle. Elle grandit, elle veut prendre son autonomie. Et en fait, derrière, il y avait toute cette machine, mais moi, j'étais au courant de rien. Quelque part aussi, j'ai été... je me sentais responsable, coupable de ne pas avoir su protéger ma fille. Elle l'a su donc en mai, donc ça faisait 6 mois que je me faisais harceler tous les jours non-stop. Et je me rappelle ce jour-là, donc je m'étais fait insulter toute la journée et j'avais failli tomber dans les marches parce que quelqu'un m'avait poussé et il m'avait dit que la peine de mort devrait toujours exister parce que une race comme moi, c'est pas une race digne de vivre. Et donc là, le soir, donc j'ai craqué. J'ai appelé ma sœur et je lui en ai parlé. Et donc, je lui ai dit de ne pas en parler à ma mère, mais peu de temps après, donc j'ai entendu ma mère monter les marches. Donc je lui ai dit, écoute Lucas, tu vas me dire ce que tu as maintenant. J'ai dit, c'est bon, je suis ta mère, je suis là pour te protéger. N'importe quel souci que tu as, tu vas me le dire. Donc là, d'un seul coup, il s'est mis à pleurer, tout ça. Et il m'a dit, voilà, il y en a qui m'insultent, enfin, c'est tous les jours, PD, ta fiotte, voilà. Je fais quoi, ça se passe comme ça? Et le lendemain matin, je suis allée directement chez le directeur. Donc sur le coup, il était d'accord avec moi, il m'a fait « Ah, les cons !» Donc il les a convoqués, il a fait ce qu'il devait faire. Et après, le problème, c'est voilà, c'est parole contre parole. Il m'a dit, c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas dans mon lycée que ça se passe. D'abord, c'est pas ici, il se fait pas insulter dans la cour. Si, je lui ai dit si. C'est dans le bus, sur Facebook et dans le lycée. Il m'a dit non, mais de toute façon, faut régler ça. Et à chaque fois, ce qu'il me disait, vous portez plainte. Voilà, c'était plus trop son problème, quoi. J'ai dit, ok, vous le prenez comme ça. Achetez le journal d'ici peu de temps parce que moi, je vais faire un scandale. Voilà. Et le titre, homophobie, il y a plein de gens qui l'ont acheté justement parce qu'on était en pleine période des manifestations anti-mariage gay. Donc ça a vraiment fait le gros buzz dans la ville et les alentours parce que ça sort sur plus de 50 km ce journal-là. Donc, Lucas, toi, tu l'as vécu comment, cet article dans la presse? Après, j'ai été soulagée parce qu'en fait, justement, ça a arrêté et tant mieux. Ils ont compris que c'était pas une honte d'être homo et que j'avais pas peur de montrer que je le suis, que je n'ai pas honte de moi, je suis ce que je suis et c'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils ont fait. Le seul problème, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction du lycée. Moi, je pensais que, franchement, avant la fin de l'année, il aurait convoqué Lucas pour lui demander si ça se passait mieux, s'il était plus harcelé, mais aucune réaction. Aucune. Quand Marion a commencé à se plaindre, en 4e, on s'est dit on va prévenir le collège. Le principal était toujours hyper bouqué, il n'avait pas le temps de nous parler. S'il nous parlait, c'était pour nous dire on verra plus tard. On avait des fins de non-recevoir. Après, quand on appelait, on ne nous prenait même plus au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous disait au début? Ça va se tasser, c'est ça? Oui, ça va se tasser, oui, c'est un problème, on va le régler, ça va aller, oui, on sait qu'il y a un problème, ce sont des jeunes profs. Enfin, il y avait toujours des excuses, mais il n'y avait jamais de « je vais m'en occuper, je vais la recevoir, venez, on va faire une médiation » ou « j'ai bien compris qu'elle allait pas bien ». Rien. Plusieurs fois, nous avons alerté le collège, plusieurs fois, nous sommes intervenus.
Mais il n'y avait pas de communication entre nous. C'était... On nous disait qu'il fallait toujours une tête de Turc, quoi. Que c'était normal dans un collège. Des gamineries. C'était des gamineries et voilà, quoi. Ils n'avaient pas vraiment de solution. Pour moi, ils étaient totalement dans le déni et très très mal informés sur le harcèlement scolaire. Si bien qu'à la fin, moi, je ne voulais plus mettre les pieds au collège parce que je pensais vraiment avoir l'étiquette d'une emmerdeuse. Donc, je ne voulais plus y mettre les pieds. C'est pour ça qu'au dernier entretien, c'est mon mari qui est allé. En fait, suite à le dernier coup qu'a pris Mathéo à l'œil, j'ai demandé un entretien avec le proviseur. Il m'a dit qu'il manquait beaucoup de moyens par rapport à son collège, qu'il ne pouvait pas mettre des caméras partout, qu'il ne pouvait pas mettre un surveillant derrière Mathéo, et puis qu'il fallait que Mathéo se blinde et qu'il n'était pas dans le monde des bisounours, et en me proposant aussi de changer Mathéo de collège. Et moi, je lui ai dit tout simplement que c'était pas à Mathéo de partir, c'était plutôt au bourreau de partir, que Mathéo n'avait pas à partir de ce collège. Et j'avais vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment en colère, quoi. Je bouillais en moi, mais je me suis retenu, mais j'avais vraiment envie de lui mettre un coup de boule, quoi. En lui disant tout simplement, ben voilà, je déscolarise mon fils. Voilà le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait ce geste-là, parce que vraiment, je pense que Mathéo, il aurait vu que je l'aurais défendu, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment taper du poing sur la table, il faut vraiment se faire écouter, quoi. Parce que je pense que c'est la dernière limite, et ça a été la dernière limite, parce que 2 heures après... J'ai même pas eu le temps d'en parler avec mon fils, de cet entretien. J'ai pas eu le temps. Oui, ça a été vraiment la dernière limite, quoi, parce que quand on est sorti de cet entretien, je lui ai dit à Mathieu, on va en parler ce soir, t'inquiète pas, on va trouver une solution, on va en parler ce soir, quoi. Mais bon, il a cru que, comme j'avais dit au proviseur, que c'était pas à Mathéo de partir et le faire changer de collège, je pense qu'il a cru que ça allait recommencer, qu'il allait rester... qu'il allait rester dans ce collège, quoi. Et Même si j'avais trouvé un collège à 20 km, mais qui le prenait pour l'année d'après. Donc, je pense que pour Mathéo, c'était trop long. C'était trop long, et c'est vrai que les enfants, le temps pour eux, c'est pas comme nous, c'était long, c'était trop long. Lui, c'était tout de suite. Dans ma situation, l'école n'a pas réagi. Mais alors pas du tout. Ou mal réagi. Un jour, en 5e, un des épisodes les plus violents, c'était donc ce jour où 2 filles me sont tombées dessus dans le hall, sans aucune raison. Elles ont commencé à me tirer les cheveux, à me traîner sur le sol jusque dans le hall. Et elles ont commencé à me donner des coups aux jambes, dans le ventre. La plus forte m'a arraché ma boucle d'oreille, donc j'avais l'oreille en sang. J'étais par terre, je pleurais. Et tout ça s'est passé à 5 mètres du bureau du CPE. Le principal est sorti de son bureau. Et les filles ont arrêté de me frapper à ce moment-là. Elles se sont senties gênées. J'étais au sol et je me souviens très bien, j'ai regardé le principal dans les yeux et je me suis dit « Waouh, il est là, il va m'aider, il va les engueuler, il va les coller, je ne sais pas, il va faire un truc. » Et le principal m'a regardé au sol, il a regardé les filles et il est reparti. Et les 2 filles se sont mises à rire et m'ont dit « Tu vois, même le principal en a rien à foutre de ta gueule. » En fait, c'est ça qui me tue encore plus. Le fait de ne pas avoir d'aide. Les surveillants qui passaient comme ça à côté, qui regardaient et sans plus. Les profs dans les couloirs, ils passaient et ils voyaient très bien qu'on m'insultait et ils disaient rien, ils passaient et ils baissaient la tête. Et notamment en 4e, en technologie, la prof se moquait de mon nom de famille. Parce que tu t'appelles comment? Bono. Et alors, elle disait quoi? Elle disait Bozo le clown, Jean Bono. Et forcément, les élèves, ils rigolaient tous. Ils se sont mis à le faire aussi. C'est l'autorité d'un collège qui vous abandonne. Les adultes vous abandonnent. Ils valident le fait que vous êtes rien, que vous êtes plus bactère.
il valide le harcèlement, il valide l'humiliation, l'isolement. Voilà, il valide tout ça. Donc à ce moment-là, vous perdez votre humanité. Le harcèlement me provoquait des crises de boulimie. Je mangeais beaucoup. Et une fois que je me rendais compte, je me disais mais j'ai trop mangé, il faut que j'aille me faire vomir, sinon je vais grossir. Et on va encore m'insulter. Donc j'allais me faire vomir. J'étais devenu limite anorexique. J'avais perdu 15 kilos. Quand je me faisais harceler, je trouvais plus aucun moyen d'évacuer, donc j'ai commencé à me mutiler. Et ça me libérait parce que, en fait, je me faisais mal physiquement pour oublier ce qui se passait la journée, en fait. Donc j'ai d'abord commencé à me mutiler au compas, puis ça me faisait pas assez de bien, donc j'ai continué au cutter. Sur les bras, j'en ai fait sur les jambes aussi. Et au niveau du ventre, là. Et donc après, je le faisais à la lame de rasoir, parce que c'est ce qui coupait le mieux, en fait. Ce qui faisait plus sortir le sang, donc ce qui faisait plus sortir les insultes. En fait, le fait d'avoir mal physiquement, ça a enlevé la douleur mentale. C'était comme une drogue, en fait. Je me disais, mais à chaque fois que je me coupe, je suis bien quelques secondes. Si je le fais régulièrement, je serai bien. Donc je le faisais tout le temps. Sylvie, vous vous en êtes jamais rendu compte? Au niveau du bras, j'ai entreaperçu des traces. Quand j'en ai parlé à Emeline, elle a esquivé déjà d'une part. Et ensuite, elle m'a dit que c'était un phénomène de mode. J'ai dit que tout le monde le faisait, que c'était des symboles, que c'était rien de grave. Donc je l'ai grondée. Et donc après, effectivement, elle a continué à se scarifier. Mais comme elle cachait ses bras et comme elle le faisait au niveau du ventre, je ne pouvais pas le voir. Et ça vous étonnait pas qu'elle ait toujours des manches longues? C'était une ado complexée qui ne voulait pas montrer son corps, qui ne voulait pas être en maillot de bain, ne voulait pas aller à la piscine. Moi-même ayant été une ado assez complexée et pudique, je ne m'en suis pas inquiétée. Quand je vois le bras d'Agathe, ça me fait mal et on se reproche beaucoup de choses en se disant que on n'a pas élevé en lui donnant ce qu'il fallait pour se battre contre ça et éviter à ce que ça en arrive là. Nous, on a du mal aussi à le comprendre parce qu'on a toujours dit à Agathe de respecter les autres, d'atténuer les conflits et on se dit, bon ben voilà, ça s'est retourné contre elle et elle est obligée de se mutiler pour résoudre quelque part le problème. Est-ce que vous avez constaté d'autres conséquences? J'ai constaté, surtout par rapport à l'ambiance à la maison, puisque, en fin de compte, le seul qui était plus faible que lui, c'était son petit frère. Donc, il l'injuriait, il le traitait de grosse baleine, cachalot, de gros tout le temps. Ouais, il était violent et agressif, quoi. Mais qu'avec son petit frère. Vu que je n'osais pas répondre à mes agresseurs, je pense que je me défoulais sur mon petit frère. C'est peut-être injuste pour lui, mais j'avais beaucoup de colère et de haine en moi et je me sentais mal. Pour moi, la conséquence principale, c'est qu'Emeline est devenue une victime. Elle a totalement perdu confiance en elle. La preuve en est, c'est qu'au lycée, elle ne connaissait personne. Elle pensait sûrement pouvoir changer de vie, reprendre à zéro. Et tout compte fait, elle s'est fait également harceler. En fait, à force de se faire harceler, j'ai adopté une attitude, une dégaine très spéciale. J'étais toujours recroquevillée sur moi. J'avais toujours la tête baissée. Les gens sentaient que j'étais faible. Donc, c'était drôle pour eux. On est tellement démunis, on est tellement triste, on est tellement mal. Et en même temps, on doit continuer à élever nos enfants. Ma deuxième fille nous a dit, mais
Alors à quoi ça sert d'aller à l'école? À quoi ça sert d'être un bon élève? On meurt d'être un bon élève? Qu'est-ce qu'on répond à ça? On a une petite fille qui a maintenant 10 ans, qui va se retrouver l'année prochaine au collège. Et on ne sait pas quoi faire. Par rapport à, déjà, la placer dans quel collège? Comment aborder son entrée au collège? Ouais. Par rapport à ce qu'avait subi Mathéo, quoi. Elle est un petit peu... Enfin, elle est traumatisée, Elle je est pense. hyper traumatisée par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on peut la mettre au collège où était Marion? Est-ce à dire qu'elle va rencontrer les professeurs qui n'ont pas défendu Marion? Est-ce à dire qu'elle va côtoyer le principal? Est-ce à dire qu'elle sera peut-être avec les harceleurs de Marion? Pour elle aussi, c'est dur de les croiser, de voir tout cela. Donc, ouais, elle a changé de comportement, elle a énormément changé de comportement. C'est-à-dire? Elle a plus 10 ans, c'est fini. Il ne faudrait pas qu'elle garde cette colère, qu'elle prenne en grippe le collège et qu'elle se dise « ça va être 4 ans terribles, 4 ans de souffrance ». On a porté plainte pour omission de porter secours, incitation au suicide, homicide involontaire, contre les élèves nommés dans la lettre et contre tous ceux qui ont poussé Marion au suicide, qui l'ont insultée, contre les encadrants. On a porté plainte contre le collège et forcément contre les enfants qui ont fait subir du harcèlement à notre fils. Je pense qu'on ne peut pas être totalement, entre guillemets, guéri du harcèlement à l'école. Je pense qu'on se méfie encore un peu. Par exemple, moi, je me méfie quand il y a une bande de jeunes de mon âge, quand je passe devant, puis que pour X raisons, ils plaisantent, j'ai l'impression que c'est sur moi, alors que pas du tout, enfin, je ne pense pas. Aujourd'hui, l'agoraphobie, c'est estompé. Maintenant, j'ai réussi à affronter une foule de 80 000 personnes. C'est-à-dire? J'ai été à un concert. Donc, j'ai pris le mal par le mal, en fait. Et on va dire que maintenant, ça va beaucoup mieux. La phobie scolaire, je ne sais pas, je vais attendre de voir la rentrée, en fait. Ce sera un nouveau lycée. Et là, je m'apprête vraiment... je suis prête. J'ai appris à relever les épaules, à relever la tête. J'ai changé de style et je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus la mauvaise dégaine maintenant? Ça m'arrive des fois, mais après je me dis non, relève-toi. Pour moi, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance. C'est comme si je redémarre la vie à zéro. Parce que j'ai appris à marcher, j'ai appris à tout faire. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, ce serait plus dans tout ce qui est traiteur ou pâtissier. Dès la fin de mon harcèlement, j'ai tout de suite voulu me lancer dans le droit. Parce qu'il y avait cette notion de on doit bien se comporter, il y a des règles, c'est ce qui nous permet de bien vivre ensemble. Donc là, je souhaite devenir juge des enfants pour les aider dans leurs problèmes. Donc j'ai changé de collège, j'ai été dans un collège public et là-bas je me suis très bien entendue très vite avec plein de personnes et j'ai eu mon brevet et là je vais passer au lycée. Donc on peut dire que je me suis bien redressée, on va dire. Aujourd'hui, donc, je passe en terminale S, donc en spécialité maths. Et j'ai plutôt bien réussi mon bac de français et j'en suis fière. Et donc, j'espère
continuer comme ça à progresser cette année. Et vous? Moi, ça va. Arrivée en seconde, mes parents m'ont mis dans un lycée en ville, beaucoup plus grand, un lycée artistique, où j'ai découvert le cinéma. Et j'ai continué en fait dans cette voie-là. J'ai fait des études de littérature et de cinéma. Donc aujourd'hui, je suis scénariste. À côté de ça, j'ai aussi une passion pour la photo. J'ai un blog et je fais pas mal de photos, ce qui me permet aussi de m'épanouir autrement, d'avoir aussi aujourd'hui un autre regard sur moi-même. Pendant longtemps, j'ai été la petite boulotte et aujourd'hui, j'ai appris, grâce à ces photographes, grâce à ce blog, à m'accepter, à m'aimer telle que je suis et voilà, et à assumer la personne que je suis. J'en parle aujourd'hui parce que j'en ai marre de me cacher. J'en ai marre de ne rien dire en fait. J'ai gardé le silence pendant 5 ans. Alors maintenant, je veux le dire haut et fort. Je veux le dénoncer. J'ai plus honte. Je veux plus me cacher. Le harcèlement scolaire, c'est devenu le combat de ma vie. Alors à tous les jeunes qui se font harceler ou raqueter dans les écoles ou quoi que ce soit, il faut pas avoir honte. C'est pas quelque chose de normal, il faut le dire. Oui, je pense qu'il faut vraiment briser le silence. J'ai même demandé à la presse locale de faire un article sur l'histoire de mon harcèlement pour que ça puisse servir aux personnes qui sont dans mon cas. Parce que moi, si jamais on m'avait montré un article comme ça, je pense que j'en aurais parlé tout de suite à mes parents et que ça se serait arrêté. J'aurais jamais été aussi loin. Après, je pense qu'il faut briser le silence, c'est vrai, mais il faut aussi des oreilles pour écouter. Et beaucoup d'adultes ne sont pas prêts à entendre, ne sont pas prêts à réagir à ce type de situation. Il faut, je pense, former les professionnels dans les établissements, surtout le CPE. C'est la loi, c'est la figure d'autorité. Aussi former les surveillants, peut-être. Le personnel d'entretien aussi, qui fréquente l'ensemble des lieux de l'établissement, qui peuvent, je pense aux toilettes, par exemple, dans les couloirs. C'est des endroits propices. Je pense aussi que le rôle de chaque professeur principal, c'est de repérer dans la classe qui peut être le potentiel bouc émissaire. Ouais. Parce que c'est connu, il y a toujours un bouc émissaire dans chaque classe. Donc le rôle du professeur principal au début d'année, c'est de se dire « Ok, cette année, c'est qui quoi ?» Nous, on pense aussi que beaucoup de choses peuvent être apportées avec les témoins du harcèlement. On a eu l'exemple avec Agathe, des parents qu'on fréquentait régulièrement n'ont pas osé nous interpeller ni nous alerter alors qu'ils étaient au courant de la situation. C'est vrai qu'ils n'ont pas osé parce qu'ils avaient peur de... On ne va pas se mêler de la vie des gens, on ne va pas leur apprendre à éduquer leurs enfants. Mais c'est vrai que si on avait eu l'information qu'Agathe souffrait au niveau du collège, on aurait peut-être pu intervenir et alerter avant. Et c'est vrai que c'est un message qu'il faut faire passer, ça. Moi, je pense qu'il faudrait plus communiquer sur le terme de harcèlement scolaire. Pour moi, je n'avais pas réalisé que je me faisais harceler pendant 5 ans. Pour moi, ça n'avait pas de nom. C'était pas du harcèlement. Il y a des conseils assez simples qu'on peut donner, par exemple, aux parents. C'est-à-dire qu'avant chaque rentrée scolaire, j'invite les parents à avoir une discussion avec leurs enfants, à dire, voilà, il existe quelque chose qui s'appelle le harcèlement à l'école. Tu peux en être victime. Si tu en es victime, voilà, tu sais ce que c'est, viens nous voir, va voir tes professeurs, explique-leur et on trouvera une solution. En France, on est très en retard dans la lutte contre le harcèlement. La première campagne date de 2011, alors que certains pays comme le Canada, comme la Finlande, comme l'Angleterre, ils ont un programme depuis 20-30 ans.
Donc je pense qu'il faut vraiment agir et rattraper le retard qu'on a et de tous s'y atteler. On veut que l'histoire de Mathéo serve à quelque chose, qu'elle réveille les consciences. Et pour moi, Mathéo a voulu laisser un message en faisant ce geste. Et justement, c'est pour qu'on avance dans le combat, pour plus qu'il y ait d'autres Mathéo. À partir de combien de morts, à partir de combien d'enfants décédés, on décide d'agir pour Marion, pour nos enfants, pour vos enfants. À partir de demain, on se dit les uns et les autres, on peut combattre le harcèlement. C'est tellement con le harcèlement. Nous sommes des millions à être ou à avoir été victimes de harcèlement scolaire. Je déclare avoir été harcelée à l'école. Je déclare être le parent d'un enfant harcelé à l'école. Parce que nous ne voulons plus avoir honte. Parce que nous ne voulons plus avoir peur des représailles. Parce que l'école doit demeurer un lieu d'apprentissage et non un lieu de souffrance. Parce que c'est l'affaire de tous. Ensemble, par ce manifeste, nous interpellons les pouvoirs publics, les personnels d'éducation et la société tout entière. Pour faire reculer le harcèlement à l'école, ici et maintenant.